sommes en direct pour cette première webconférence d'Eneal. Donc, je suis Aurélia Leroux, secrétaire générale d'Eneal, et très heureuse de vous accueillir. Quelques petits mots introductifs avant de démarrer. Déjà quelques mots sur Action Logement. Donc, Action Logement est un groupe paritaire qui accompagne les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle pour favoriser l'accès à l'emploi. Il faut savoir que c'est aujourd'hui, avec ses 50 filiales ESH, le plus grand groupe de logement social et intermédiaire en France, avec un parc d'1 million de logements. 1 million de logements, ça signifie également 4 millions de locataires, enfin près de 4 millions de locataires. Et si l'ensemble des filiales du groupe travaillent pour maintenir nos résidents âgés dans les lieux le plus longtemps possible, lorsque la perte d'autonomie ne permet plus le maintien dans les lieux, il convient évidemment de trouver des solutions d'habitat adaptées, que ce soit résidence autonomie ou EHPAD. Autre élément important à avoir en tête, et notamment des chiffres, en 2050, les plus de 85 ans vont tripler. Aujourd'hui, il y a 1,4 million de personnes âgées dépendantes, un chiffre qui va augmenter de 70% de plus en 40 ans. Fort de ce constat, le groupe Action Logement, reconnu d'utilité sociale, a souhaité s'investir sur le sujet du vieillissement et notamment accompagner la restructuration du secteur médico-social à travers la création de sa foncière médico-sociale Eneal. Voilà pour cette très brève introduction. Et c'est parce que Action Logement est à la fois un acteur innovant du parcours résidentiel et qu'Eneal est un partenaire de Silver Valley que nous avons souhaité demander à Nicolas Menet d'animer cette webconférence. Donc un petit mot sur Silver Valley, c'est donc un expert dans le domaine de la population des seniors et de l'innovation. Donc avant de vous passer la parole, cher Nicolas, et de présenter nos intervenants et d'animer cette conférence, je vous propose de visionner une courte vidéo. En 2050, la France verra tripler le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans à accueillir dans des établissements spécialisés de qualité. Pour anticiper cet enjeu sociétal majeur, les partenaires sociaux ont souhaité un engagement fort d'Action Logement. Dans le cadre de son plan d'investissement volontaire, Action Logement a donc créé en janvier 2020 la foncière médico-sociale Eneal. Concrètement, Eneal propose aux acteurs non lucratifs d'acquérir les murs de leurs EHPAD, résidences autonomie et de financer des opérations ambitieuses de rénovation et de réhabilitation au plus près des territoires, y compris les territoires détendus et ruraux. Les objectifs d'Eneal, en partenariat étroit avec les gestionnaires de nos établissements, réinventer l'habitat des aînés pour leur garantir des conditions d'accueil, de vie et de soins de qualité, mais aussi pour améliorer l'environnement des professionnels qui y travaillent. Nos atouts, une exigence d'innovation pour relever le défi de la seniorisation de la société, des fonds propres de 350 millions d'euros pour acquérir les établissements médico-sociaux, la réinvention de la relation propriétaire-gestionnaire via un nouveau contrat partenariat d'objectifs partagés, le contrat POP. Notre mission est fondée sur 5 valeurs capitales. L'utilité sociale de l'entreprise, le respect des gestionnaires des établissements et de leurs résidents, l'ouverture des établissements vers l'extérieur, la coopération via des partenariats locaux et nationaux, l'innovation pour répondre aux besoins des seniors d'aujourd'hui et de demain. Fort du soutien de notre groupe, de notre culture de la disruption, de l'innovation et de notre déploiement territorial, Eneal va inventer de nouveaux modèles d'action qui permettront de mieux répondre aux besoins des aînés et aux attentes des acteurs du secteur partout en France. Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Menet. J'ai le plaisir pour Eneal de faire voilà, on va dire le médiateur entre les prestigieux invités qu'on peut voir là. Donc évidemment, tout le monde connaît Marianne Monchamp, la présidente de la CNSA, Maryse Duval, directrice générale donc, du groupe SOS Senior, et pour Eneal et Action Logement Service, donc Monsieur Jean-Michel Rouillot, à qui je vais donner la parole bien sûr, et Mario Baston, directeur général d'Eneal. Donc en tout cas, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir confié cette mission, cette lourde tâche d'essayer de tenir le timing avec tout ce qu'il y a à dire ce matin.
Ma première question, c'est pour monsieur Jean-Michel Rouillot, qui est le directeur général d'Action Logement Service. On a en tête effectivement qu'Action Logement se concentre sur le logement des salariés. Or, je pense que la mission est un peu plus large que ça. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire en quoi est-ce qu'elle est plus large que cela, cette mission d'Action Logement Service? Bonjour à tous, merci Nicolas. Donc quelques mots effectivement sur les missions d'Action Logement et d'Action Logement Service à proprement parler. Effectivement, nous, notre première mission, c'est de trouver des solutions logement aux salariés. Donc on peut effectivement s'interroger sur cette séquence qui concerne les seniors, pourquoi Action Logement est aussi présent. Parce qu'en fait, un salarié, eh bien, il a tout un parcours de vie et on va accompagner aussi bien les étudiants et les jeunes actifs, mais également on a une attention particulière pour les seniors ou nos aînés. Ça se caractérise, je vais prendre deux des éléments majeurs. Un premier élément qui est du maintien à domicile. Nous avons fléché une enveloppe d'1 milliard d'euros pour adapter les logements et favoriser le maintien à domicile sur un sujet qui est assez simple à identifier, qui est la pièce la plus accidentogène dans un logement, qui est la salle de bain. Et comme vous le savez tous, puisque vous êtes tous des spécialistes des sujets des personnes âgées, la salle de bain aujourd'hui en France, c'est beaucoup plus d'accidents que sur la route. Et il y a un objet qui pose problème, c'est la baignoire. Et donc, avec 1 milliard d'euros, on s'est donné comme objectif de transformer dans le parc privé les baignoires, en douche à l'italienne, pour éviter finalement ce saut d'obstacles et les dangers qui vont avec, que représente la baignoire. À date, plus de 20 000 personnes âgées ont pu avoir cette transformation et retrouvent une certaine dignité aussi parce que peuvent se laver beaucoup plus facilement que hier grâce à cette action, et cette action continue à se dérouler puisque et vous êtes tous très forts en calcul mental, mais 1 milliard d'euros divisé par 5 000 euros de subventions que nous donnons aux personnes âgées, qu'elles soient locataires ou propriétaires, transformer leur salle de bain, ça fait 200 000. Donc c'est 200 000 personnes qui vont retrouver cette facilité de fonctionnement dans leur logement grâce à Action Logement. Un deuxième acte majeur, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Eneal. A été évoqué par Aurélia et dans la vidéo. Eneal est doté de 350 millions d'euros de fonds propres, donc Action Logement flèche pour faciliter ce développement majeur pour nous, qui est, comme ça a été évoqué, de trouver des solutions de facilité au travers d'un portage immobilier pour mieux fonctionner en matière d'exploitation de ces structures médico-sociales. Voilà deux éléments majeurs pour nous, que nous regardons avec beaucoup d'attention et qui sont portés par les partenaires sociaux et en tant qu'acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, le sujet des aînés est un sujet central également pour nous. Et vous parlez donc de cette dotation en fonds propres de 350 millions d'euros pour Eneal. C'est vraiment un modèle unique, en fait, si je comprends bien, de fonctionnement. Ça fait 30 ans que vous financez le logement social et médico-social. Donc, il y a vraiment un engagement très important de fonds de votre part sur la partie vieillissement. Qu'est-ce qui fait, en fait, Eneal est aujourd'hui un modèle unique sur cette approche avec ces fonds propres? Et deuxième question qu'on peut se demander, puis je crois que vous venez un petit peu de ce secteur-là, en quoi les banques en fait pourraient accompagner mieux le secteur médico-social dans sa restructuration, puisque n'oublions pas que c'est le sujet de la matinée sur la restructuration des établissements médico-sociaux et sanitaires éventuellement. Je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, cette démarche portée par Eneal s'adresse aux structures médico-sociales non lucratives, c'est-à-dire celles qui vont permettre d'offrir ensuite des loyers aux personnes les plus modestes. Les associations et structures, il n'y a pas que du statut associatif, mais les structures non lucratives qui interviennent sur ce secteur-là ont finalement, de mon point de vue, trois problèmes. Un premier problème qui est un problème de fonds propres, parce que l'absence d'actionnaires, le fait d'être par définition non lucratif, a fait que on n'a pas finalement les fonds propres pour faire face aux enjeux de demain. Donc ça, c'est un vrai premier problème. Il y a un deuxième problème qui est un problème d'équilibre.
et qui est souvent due à une capacité à aller chercher des financements sur des durées très très longues qui, par absence de fonds propres, deviennent beaucoup plus compliqués. Et le troisième élément, c'est un problème d'expertise. C'est extrêmement difficile aujourd'hui d'être à la fois un expert de la gestion et à la fois être un expert de l'immobilier. Et en ça, je trouve que la démarche d'Eneal est extrêmement intéressante pour toutes les parties prenantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, Eneal, avec ses moyens financiers, règle la situation des fonds propres des gestionnaires. Deuxièmement, les sujets d'équilibre. En fait, le gestionnaire va quelque part bénéficier de la capacité d'emprunt, mais également de la capacité d'aller chercher des emprunts d'une durée très longue que les banquiers vont pouvoir apporter à Eneal, mais qu'ils n'apporteront pas aux structures beaucoup plus fragiles. Et le troisième élément, c'est qu'il ne va pas sans dire que quand vous gérez plus de 530 établissements, vous avez une expertise immobilière que vous faites bénéficier au gestionnaire et que le gestionnaire qui gère 2, 3, 4 établissements ne pourra jamais avoir. Et donc, c'est cette combinatoire finalement qui est portée par Eneal où on a à la fois une démarche non lucrative, à la fois une démarche de santé de puissance financière qui est mise à disposition des gestionnaires et à la fois une dimension d'expertise qui va profiter à la cour d'apprentissage de tout le monde dans le respect de cette mission qui est d'offrir des solutions pour les aînés qui ont des revenus modestes. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire. Et quand on est banquier, et vous l'avez dit, moi j'ai été pendant 30 ans banquier de ce secteur-là, eh bien on est beaucoup plus à l'aise d'accompagner les projets face à cette équation que quand on se retrouve sur une structure associative qui a un tout petit nombre d'établissements, peu de fonds propres et des sujets d'équilibre et de fin de mois. Voilà ce que je voulais vous apporter en matière de témoignage. Merci beaucoup, ça fait effectivement une très bonne transition. Je profite d'avoir la parole pour dire à nos très nombreux auditeurs de ce matin que n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat qui vous est consacré. On posera des questions à la fin. Évidemment, il y a un temps de questions et réponses. Voilà, on va pouvoir prendre ces questions. Du coup, en tout cas, merci beaucoup pour cette explication très claire sur cette dimension assez unique finalement d'Action Logement dans le paysage. Et ça nous fait une très bonne transition pour laisser la parole à Mario Baston, directeur général d'Eneal. Et du coup, là, on voit bien un petit peu la question qui peut se poser, c'est que aujourd'hui, le modèle Eneal, c'est à la fois une foncière et un centre de ressources pour les gestionnaires. Donc, c'est un modèle qui est assez unique dans son genre également. Et en quoi ce modèle-là, il est efficace et pertinent pour la restructuration des établissements, Mario? Merci Nicolas, bonjour à tous. On l'a vu tout à l'heure dans le petit film de présentation sur la structuration d'Eneal. Jean-Michel aussi en a rappelé le cadre. Eneal existe maintenant depuis le début de l'année 2020. C'est la foncière médico-sociale Action Logement avec des objectifs forts. L'objectif premier étant de venir accompagner la restructuration immobilière du secteur médico-social à but non lucratif. Pour ça, Jean-Michel l'a rappelé, Eneal est doté de 350 millions d'euros de fonds propres, qui permet à Eneal de travailler sur des projets très ambitieux sur les établissements médico-sociaux et en premier lieu sur le volet immobilier. Sur le volet immobilier, Eneal va être en capacité d'aller apporter son soutien, d'aller proposer au secteur médico-social à but non lucratif, à savoir les propriétaires d'établissements médico-sociaux, EHPAD, résidence autonomie, l'acquisition de leur établissement, s'ils ont une difficulté pour entretenir, réhabiliter, restructurer le bâti de ces établissements. Eneal va proposer d'acquérir ces établissements et va proposer en parallèle un programme de travaux lourds, ambitieux, de réhabilitation, de restructuration ou même de démolition, reconstruction, de transfert de ces établissements-là. Et ça, Eneal peut le faire parce que Eneal a des moyens financiers au travers des fonds propres du groupe Action Logement, donc ces fameux 350 millions d'euros. Donc on joue sur un effet de levier pour équilibrer ces opérations. Plus on va injecter de fonds propres, et plus on va pouvoir le lisser sur le long terme, plus on va arriver à équilibrer au mieux cette opération.
Jean-Michel l'a rappelé tout à l'heure, on a des capacités d'emprunt grâce à notre statut de bailleur social. Enéal est une ESH, donc on va aussi aller chercher des emprunts très intéressants pour toujours réussir à équilibrer ces opérations-là. On a des équipes spécialisées qui vont pouvoir proposer des programmes de travaux lourds au gestionnaire médico-social qui va rester en place, et on va travailler en lien très étroit avec le gestionnaire médico-social pour construire le programme de travaux. Et tout ça sur du long terme. On va à la fois avoir une qualité de travaux, une qualité de bâti, et avoir un gestionnaire médico-social qui va pouvoir avoir un loyer d'équilibre tout à fait intéressant, plafonné, et qui va lui permettre, avec ce loyer d'équilibre, cette redevance d'équilibre, de continuer à faire de la qualité de service et d'avoir des marges de manœuvre nécessaires pour continuer à travailler. C'est tout ça l'intérêt sur le volet immobilier d'Enéal. Sur le volet partenariat avec le gestionnaire médico-social, parce que Enéal n'est pas comme promoteur immobilier, c'est aussi un partenaire des gestionnaires médico-sociaux, des collectivités au travers des CCAS et des gestionnaires médico-sociaux à but non lucratif. L'objectif, ça va être de créer des partenariats forts, des partenariats étroits de confiance avec les gestionnaires médico-sociaux. Ils vont gérer ces établissements dont Enéal va être le propriétaire. Des partenariats sur le long terme où on va pouvoir discuter à la fois du loyer, je l'ai expliqué tout à l'heure, du loyer, de la redevance annuelle, d'équilibre, mais aussi travailler sur des services au travers ce qu'on appelle le contrat POP, le contrat partenarial d'objectifs partagés. Sur ce contrat, on va intégrer un certain nombre de services qu'Enéal va pouvoir apporter au travers de son volume d'activité et de ses capacités à faire et de ses capacités à accompagner le gestionnaire médico-social. On va travailler aussi sur la proximité, à savoir les équipes d'Enéal vont être à proximité du gestionnaire sur tout le territoire. Avec aussi, en s'appuyant aussi sur les filiales locales qui vont continuer à nous aider à accompagner le gestionnaire médico-social au travers des établissements qui seront disséminés sur tout le territoire. Et en parlant de territoire, là aussi c'est un volet important pour Enéal. C'est le moyen, Enéal a l'agrément national, donc Enéal va travailler sur tout le territoire national, y compris sur les DROM. Enéal a la capacité aujourd'hui d'aller travailler à la fois sur les grandes métropoles, mais aussi beaucoup sur les zones plus rurales et sur les cœurs de villes moyennes. Donc, on va travailler sur tous les besoins territoriaux et on va là s'adresser à la fois au gestionnaire médico-social qui a une problématique très particulière sur sa zone d'activité, mais aussi ça va être une réponse aussi aux collectivités locales et aux décideurs locaux qui ont des besoins spécifiques compte tenu de leur territoire. Et ça, on est capable de le faire, on est capable de s'adapter sur ces sujets-là. Et on s'y adapte d'autant plus qu'on est présent sur tout le territoire national aujourd'hui, même si Enéal n'a pas encore positionné des équipes sur tout le territoire, mais on s'appuie sur nos collègues des filiales, puisqu'il y a 50 filiales, Action Logement Immobilier à 50 filiales sur les territoires, et on s'appuie sur les équipes et sur les capacités de nos collègues des filiales. On a aussi un volet innovation, et environnemental, à savoir, et là Nicolas, tu connais très bien ce sujet-là, au travers Silver Valley. Nous, on va chercher à appuyer sur l'innovation technologique, sur l'innovation sociale, architecturale, puisqu'on va proposer aux gestionnaires médico-sociaux thématiquement dans les programmes de travaux de l'innovation. On va s'appuyer sur des structures qui savent nous accompagner, qui savent nous aider. Silver Valley en est une, il y en a d'autres, où on va être en capacité de proposer de nouvelles technologies et d'installer ces nouvelles technologies dans les établissements médico-sociaux dont on va être propriétaire et qu'on va rénover, restructurer. Sur l'innovation sociale, ça va être, par exemple, de définir avec le gestionnaire médico-social des espaces, des nouvelles activités qui vont permettre aux gestionnaires médico-sociaux d'être plus à l'aise et d'être en capacité de s'avancer sur les besoins des résidents. Et puis sur le secteur environnemental, on va essayer bien sûr appuyer sur ce secteur-là. C'est très important pour nous. On va viser, par exemple, l'étiquette ABC sur les performances énergétiques. Donc, on va aller très loin dans la réhabilitation, dans la qualité de bâti et la qualité des matériaux.
Donc là, on a balayé à peu près tous les secteurs. Et puis un dernier sujet, c'est les salariés qui occupent et qui travaillent sur les établissements médico-sociaux. Et notre job, ça va être, au travers du programme, au travers de la qualité de prestation de travaux qu'on va proposer, on va être en capacité d'améliorer l'activité et le travail au quotidien des salariés. Là, les gestionnaires médico-sociaux en ont besoin, puisqu'ils ont besoin de conserver leurs salariés, ils ont besoin d'amener de la qualité des conditions de travail des salariés. Et puis le dernier sujet, c'est extrêmement important pour nous. Dans tout ce volet-là, on ne va pas oublier de s'attacher à proposer un établissement nouvelle génération aux gestionnaires médico-sociaux. Donc tout ce boulot, il est fait avec le gestionnaire médico-social, il est fait en collaboration avec les décideurs locaux et avec les autorités de tutelle locales. Mais nous, notre objectif, ça va être vraiment d'apporter de la nouveauté, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir l'établissement médico-social vers l'extérieur. Donc ça, au travers des travaux, au travers de la qualité des prestations programmatiques qu'on va proposer. Ouvrir l'établissement médico-social vers l'extérieur, permettre aux gestionnaires médico-sociaux du coup d'apporter du service vers l'extérieur au niveau du quartier, au niveau des habitants du quartier vieillissant, et de permettre aux habitants du quartier de rentrer dans l'établissement. Donc c'est vraiment de l'établissement ouvert qu'on souhaite proposer, et ça on peut le faire parce que comme on va s'attacher à faire des travaux importants, des travaux lourds, parfois de démolition reconstruction, donc reconstruire du neuf, et puis aussi, et Maryse le sait, on répond à des appels à projets en partenariat avec des gestionnaires médico-sociaux sur du neuf, et là on va s'attacher à proposer des bâtiments nouvelle génération. Alors Mario, je ne sais pas si tu l'as dit, mais vous êtes aussi sur l'outre-mer, hein, c'est ça? Il y a oui, aussi, absolument. Outre-mer. Oui, voilà. Alors il y a quelques questions qui sont arrivées pour toi. Il y en a deux notamment importantes. C'est est-ce que Enéal prend aussi en charge l'agrandissement des établissements existants? C'est-à-dire tu parlais de construction, de déconstruction en construction, mais est-ce que l'agrandissement existe? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui en visibilité un nombre d'établissements que vous allez acquérir, par exemple? Est-ce que vous savez un petit peu sur les 2, 3, 5 ans, les établissements qui vont être acquéris, ce qui va être construit, un petit peu nous parler rapidement de la stratégie d'expansion? Sur l'extension éventuelle d'un bâtiment, oui, on y travaille. Ça, c'est notre boulot au quotidien. C'est que lorsque le gestionnaire médico-social a des agréments complémentaires, il est en capacité d'apporter des agréments complémentaires à l'établissement. Nous, on va travailler avec le gestionnaire qui va être donc qui a les agréments, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la foncière médico-sociale Enéal ne gère pas, bien évidemment, c'est sur le volet immobilier, toujours en collaboration, en coordination avec le gestionnaire médico-social. Et donc, on va être en capacité de construire une aile supplémentaire et des lits et des espaces complémentaires pour permettre au gestionnaire médico-social d'assurer ses agréments complémentaires. Ça on sait le faire et on le fait au quotidien. Aujourd'hui, sur les capacités de développement, Jean-Michel l'a rappelé, le groupe Action Logement a dans son portefeuille plus de 500 établissements médico-sociaux, résidences autonomie et EHPAD, disséminés au travers des filiales locales. Donc ça, c'est déjà un gros portefeuille que le groupe Action Logement possède. Enéal, dans son portefeuille propre, a déjà plus de 80 établissements médico-sociaux en portefeuille. Qu'on a en portefeuille en termes de gestion déléguée avec des établissements médico-sociaux, ou alors en gestion partagée directe. C'était historiquement l'ancien Logévic a intégré Enéal, géré directement un certain nombre d'établissements médico-sociaux dont on va sortir pour permettre toujours d'être dans le partage entre gestion immobilière et gestion médico-sociale. Et en termes de développement, nos objectifs, ils sont aujourd'hui de 150 établissements acquis au niveau national pour les 3 ans qui viennent, acquis et rénovés, réhabilités dans les 10 ans qui viennent. Donc, notre objectif aujourd'hui, il est assez clair, il est de dire on est en capacité d'acquérir 150 établissements avec les fonds propres dont on est doté et de rénover, de réhabiliter ces 150 établissements sur les 10 ans qui viennent. Ça, c'est un objectif très précis. Et ensuite, on répond au fil de l'eau, à savoir que sur notre développement territorial, on répond à la demande et aux besoins territoriaux. Et ça, c'est ce qu'on a cherché à faire. On n'a pas voulu quadriller le territoire en estimant connaître parfaitement les besoins. On va répondre aux besoins systématiques. Chaque fois qu'on sera sollicité, on va étudier l'opération et on va répondre au coup par coup.
Merci beaucoup Mario. Donc on comprend bien à quel point Eneal, effectivement, c'est à la fois un gestionnaire peut externaliser la fonction immobilière grâce à Eneal, mais vous êtes aussi, comme tu l'as très bien expliqué, un centre de ressources, à la fois pour l'innovation, un centre d'expertise. Et c'est vrai que chez Silver Valley, on est ravis depuis plusieurs années de pouvoir travailler avec vous, puisque il y a énormément d'innovation à apporter dans ces logements. Et on le sait, et je pense que Marianne Monchamp, qui prendra la parole tout à l'heure, va nous en parler, à quel point le domicile est devenu central, est devenu vraiment un pilier de la société de la longévité qui arrive à grands pas. Et il faut absolument pouvoir assurer cette partie-là. Alors, du coup, ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être de savoir ce qui se passe ailleurs que chez Eneal. On a une présentation Action Logement Eneal qui était très complète, mais là, on a avec nous Maryse Duval, qui est la directrice générale du groupe SOS Senior. Merci beaucoup, Maryse, d'être avec nous. Ça nous intéresse de savoir peut-être comment est-ce que vous gérez ces problématiques de gestionnaire en matière de restructuration des établissements, et comment le groupe SOS gère cette idée de parcours, quelle est sa stratégie, quel est votre point de vue à vous sur cette question. Donc Maryse, si vous voulez bien nous dire 2 mots sur ce qui se passe au groupe SOS. D'accord. Alors bonjour à toutes et tous déjà. Alors pour nous, groupe SOS Senior, donc je rappelle qu'on est un acteur associatif, privé non lucratif, privé solidaire, comme dit maintenant notre fédération, la FEAP. Notre défi, c'est vraiment le modèle économique de ces restructurations, parce que ça a déjà été évoqué. Notre équation, c'est de ne pas faire augmenter les prix de journée. On sait que les retraites en France, enfin je veux dire, il y a moins de problèmes, on a moins de problèmes à trouver des solutions d'hébergement quand les gens ont 3 000 € de retraite, mais voilà, la majorité des retraites aujourd'hui c'est 1 500 €. Que fait-on effectivement pour ces personnes et pour leur trouver des solutions d'hébergement? Alors je répète qu'on n'a pas non plus d'actionnaires, pas de fonds propres qui nous apportent du cash. On sait globalement aujourd'hui qu'à peu près dans le parc des EHPAD, 50% de ces EHPAD sont à réhabiliter. Alors nous, on est un petit peu mieux lotis peut-être dans le groupe SOS Senior, puisque on a 45% de nos établissements qui ont plus de 20 ans. Mais il n'empêche que c'est un travail que l'on doit faire, et on s'est donné une fourchette de 5 ans pour réussir à démarrer tous nos chantiers de réhabilitation au titre de ce qu'on appelle dans notre jargon le PSP, le plan de sauvegarde du patrimoine. Donc voilà, on est en route, en ordre de marche pour effectivement réhabiliter nos parcs. Alors, l'équation, elle est compliquée parce que souvent sur nos établissements, on a à la fois une valeur nette comptable encore inscrite dans les comptes, qui est parfois très significative. J'ai par exemple un EHPAD de 140 lits dont la valeur nette comptable est encore de 5 millions d'euros, et il faut que j'arrive à réhabiliter cet EHPAD. Et c'est là où nos capacités financières on arrive à nos limites. Alors Jean-Michel Royot l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai que dans notre secteur, on a une équation à résoudre qui est celle de nos fonds propres, avec effectivement nos capacités d'emprunt et l'expertise. Et là, on arrive vraiment sur ce type d'équation à nos limites. Donc, il y a à la fois une valeur nette comptable, donc il faut absorber, plus évidemment le coût de la restructuration de la réhabilitation. Il faut contenir le prix de journée. L'autre difficulté effectivement pour emprunter des restructurations, eh bien, c'est d'être correctement, suffisamment accompagné par des experts. On sait aujourd'hui toutes les contraintes environnementales, développement durable, etc. de nos locaux. Il faut vraiment, voilà, s'entourer d'experts. Donc ça rajoute, je dirais, une donnée supplémentaire dans l'équation à résoudre. Et puis souvent aussi ces restructurations, elles doivent s'opérer alors que l'établissement fonctionne. Donc on est obligé d'organiser des opérations à tiroir, ce qui nécessite encore une expertise supplémentaire et une disponibilité du maître d'œuvre qui va réussir à vous caler un programme qui permette de restructurer les établissements tout en continuant à les fonctionner. Donc tout ça, c'est quand même assez compliqué. Donc nous avons dans le groupe SOS Senior une de nos coopératives qui s'appelle Alterna,
qui nous réhabilite un certain nombre d'établissements en interne, quand on a la possibilité, quand on trouve le modèle économique. Mais voilà, quand on arrive on n'a plus de solution possible, eh bien, on fait appel à un partenaire comme Enéal pour effectivement nous aider à résoudre cette équation économique, parce qu'ils ont cette capacité d'emprunt sur du plus long terme qui fait qu'on va réussir à contenir un prix de journée tout à fait abordable, avec une restructuration qui va pouvoir faire en sorte de continuer à accueillir des personnes dans un établissement de qualité. On répond également avec Enéal à des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets sur aussi des établissements publics ou privés non lucratifs, pour lesquels effectivement l'équation économique est la même, valeur nette comptable, lourde restructuration, prix de journée qui doit être contenu. Donc voilà, c'est ce partenariat pour nous en tous les cas, c'est vraiment un gagnant-gagnant. Je crois que Mario l'a dit tout à l'heure, c'est leur fameux POP, leur partenariat d'objectifs partagés, voilà, où effectivement on est dans un modèle où on arrive, et notamment pour le résident en tous les cas, puisque la finalité c'est ça, c'est de pouvoir continuer à avoir des établissements de qualité pour une mixité sociale, et pouvoir, parce que nos établissements sont aussi habilités à l'aide sociale, donc pouvoir accueillir des résidents qui sont à la fois à l'aide sociale, mais aussi qui peuvent payer un peu plus avec notre modèle que vous connaissez maintenant du surloyer solidaire, mais qui reste toujours très encadré, puisqu'entre l'aide sociale et la tranche la plus haute du surloyer solidaire, on est à un écart de 9 euros. Mais voilà, mais on arrive comme ça à trouver un modèle pérenne, stable, qui nous permette d'avoir des établissements bien réhabilités à des montants acceptables. Voilà. Merci beaucoup, Maryse. D'accord. Je regardais qu'il y avait une question dans le chat, mais pas pour le moment. Merci beaucoup, Maryse. Alors, on va maintenant passer la parole à notre dernière intervenante, que tout le monde connaît, bien sûr, Marianne Monchamp, présidente de la CNSA. Alors, bien sûr, tout le monde vous connaît, tout le monde connaît la CNSA, surtout, je pense, parmi notre public aujourd'hui, mais ça pourrait être intéressant de rappeler quelles sont les missions de la CNSA pour toujours faire passer ce message. Et peut-être centrer aussi, vous parlez souvent dans vos interventions du virage domiciliaire. Donc aujourd'hui, quel est votre regard avec votre expertise depuis la CNSA, puis avec votre grande expérience également, votre expertise sur le parcours que propose Action Logement, Enéal, les éléments que vient de nous rappeler aussi Maryse Duval sur les questions du financement et à la fois contenir le prix de journée, de pouvoir réhabiliter, de pouvoir se développer. On voit bien que c'est un équilibre très compliqué à tenir. Et puis peut-être, ça je pense que vous y avez forcément pensé, on attend tous avec impatience la loi grand âge et autonomie. En tout cas, les informations filtrent doucement sur ce sujet-là, mais est-ce que vous auriez, vous, des propositions à faire concernant la restructuration des établissements médico-sociaux à but non lucratif dans le cadre d'une loi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, à la CNSA? Donc, je vous laisse la parole, Marianne. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à toute notre table ronde, Maryse, Jean-Michel, Mario et ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, dans ceux qui nous écoutent, figurez-vous, je viens de voir qu'il y a des membres du conseil de la CNSA. Je pense en particulier à Jean-Pierre Rizot, le président de la FADEPA, donc je le salue amicalement. Nous étions en séminaire tout récemment, donc voilà. Alors vous me demandez de dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la CNSA? Je vais le faire, mais j'ai besoin que vous précisiez votre question. Vous me parlez de la CNSA d'aujourd'hui ou de la CNSA du 1er janvier? Parce que la CNSA d'aujourd'hui, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui, comme vous savez, a été fondée par la loi du 30 juin 2004 avec un législateur à l'époque que j'ai bien connu et qui, au lendemain de la crise de 2003, qui était une crise caniculaire, qui n'est pas sans rappeler des choses que nous vivons, même si elles sont 10 fois plus importantes, impactantes et tragiques que celles que nous avions vécues à l'époque. Pour autant,
c'est au lendemain de cette crise que le législateur a décidé pour, au fond, faire mobiliser la solidarité de tous les Français pour accompagner la personne qui avance en âge ou la personne en situation de handicap, de créer cette caisse qui bénéficie de ressources propres, qui bénéficie de transferts de financement de l'assurance maladie sur un périmètre budgétaire qui est un périmètre budgétaire relativement important puisqu'il est de plus de 28 milliards d'euros, même si nos ressources, elles ont un peu baissé pendant la crise. Mais pour tout dire, cette caisse, elle a pour fonction, au fond, de financer l'autonomie des personnes âgées et personnes en situation de handicap, en affectant des ressources, c'est-à-dire en garantissant que l'effort de nos concitoyens pour cette politique de l'autonomie ne va pas ailleurs que à la... Et ça, c'est évidemment quelque chose d'un peu dérogatoire, c'est quelque chose d'extraordinairement stimulant, mais qui est bien plus stimulant encore quand on regarde ce qui s'est passé au mois d'août dernier, quand le législateur, toujours sous le coup d'une crise, a créé, au fond, la 5e branche de protection sociale. Et donc, quand je vous dis, vous me parlez de quelle CNSA, la CNSA, je viens de vous la décrire à grands traits, mais ce qui, moi, me passionne et mobilise toute mon énergie et celle des membres du Conseil, c'est évidemment la CNSA de demain, qui, vous le savez sans doute, va, comment dirais-je, être l'institution porteuse de cette 5e branche de protection sociale. Alors, c'est pas une petite histoire. Ça veut dire que la protection sociale contemporaine, sous le poids d'une crise sans précédent, a décidé qu'elle allait se réorganiser en ajoutant aux grands risques que traite la protection sociale contemporaine, la maladie, la vieillesse, la famille, les accidents du travail et les maladies professionnelles, d'une ambition complémentaire qui va s'articuler, qui va se mailler à celle des autres branches. Cette ambition, c'est la vie autonome de nos concitoyens. Alors, vous comprenez bien que quand j'assiste avec vous à cette extraordinaire innovation qu'est au fond Enéal et qu'est ce modèle de financement que vous imaginez avec une très forte valeur ajoutée, parce qu'il ne s'agit pas d'un financement aveugle et purement spéculatif, loin s'en faut, mais d'un financement, j'ai envie de dire, non seulement éthique, mais orienté pour soutenir la vie autonome de nos concitoyens à travers l'augmentation et l'accroissement de la marge de manœuvre de ceux qui, dans le champ public et privé non lucratif, produisent l'offre, ni plus ni moins. Je suis extraordinairement attentive et plus que ça, intéressée en adhésion. D'ailleurs, ce sont des sujets qu'avec Mario Baston, nous avons régulièrement évoqués ensemble. Cette question, elle est centrale. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la solidarité nationale, il faut en prendre soin comme d'un trésor fragile. La solidarité nationale peut tout, mais la solidarité nationale ne peut pas tout. Elle ne peut pas tout quand, dans une période de crise, nos concitoyens perdent leur emploi, quand, dans une période de crise, l'endettement de l'État atteint, et on sait bien pourquoi, il faut à tout prix soutenir notre économie et permettre sa relance quand l'épidémie aura disparu ou fortement décru. Mais ces différentes caractéristiques font que quand on en appelle à la solidarité nationale, c'est-à-dire ni plus ni moins au financement par les Français d'une politique, et en l'occurrence la politique de l'autonomie, on leur doit 2 critères, 2 objets de réassurance. Le premier, c'est que cet effort qu'on leur demande aille vers un modèle qui leur va, un modèle qu'ils acceptent, un modèle qu'ils revendiquent. Or, vous l'avez entendu comme moi, Nicolas, dans des consultations récentes à propos de la loi Grand Âge, à propos du rapport Libault, j'en passe et des meilleurs, les Français nous ont dit une chose très simple, que nous serions bien avisés d'entendre au premier degré. Ils veulent vieillir chez eux. Alors, pour faire appel à leur financement, que ce soit leur financement via le reste à charge
ou que ce soit le financement via la solidarité nationale, on a intérêt à leur proposer un modèle qui leur va. Parce qu'on ne pourra pas demander un effort proportionné à nos compatriotes en matière de financement de la protection sociale pour financer un modèle qu'ils détestent, qui leur fait peur et qu'ils réfutent. C'est pour ça que quand Eneal se propose non seulement d'améliorer ça c'était le premier point, et puis je termine mon raisonnement, le deuxième point, la deuxième condition, si vous voulez, pour en appeler à la solidarité nationale, c'est qu'on en appelle à la solidarité nationale pour faire ce qu'elle doit faire. Et dans mon esprit, la solidarité nationale, elle doit intervenir pour financer la réponse, pas les bâtiments. Pardon d'être un peu schématique. Et si vous voulez, ça n'est pas du même ordre. Et c'est pour cela qu'en effet, nous avons besoin d'inventer des modèles extraordinairement innovants qui garantiront la transformation du modèle, d'où la fonction conseil et la valeur ajoutée de l'offre d'Eneal, qui ne se contente pas de dire on va restructurer et construire à l'aveugle, mais on va articuler au fond le projet associatif ou le projet d'établissement à l'évolution de son infrastructure. Ça, c'est pour garantir la qualité de la réponse et la soutenabilité de la réponse, volume, mais surtout en qualité, son acceptabilité. Et deuxièmement, on enlève de l'effort de financement de la réponse une part, ou en tout cas on soulage, si vous voulez, dans le financement de la réponse, la part investissement, on la rationalise, on lui permet d'être porté sur du temps long, dans de meilleures conditions, ce qui permet de mobiliser sur la production de la réponse, c'est-à-dire la rémunération des personnels, la rémunération, le financement des fonctionnalités de la réponse, le soin, l'accompagnement, la fonction présentielle, la vie chez soi, vous voyez, on en renforce donc la capacité de financement en finançant ce qui doit être financé et pas autre chose que ce qui doit être financé. Et on le fait en lien avec les territoires parce qu'il y a quelque chose d'extraordinairement important à comprendre dans la politique de l'autonomie. Et ne doutons pas demain que l'assurance maladie devra faire le même chemin du fait de l'évolution des risques environnementaux, risques climatiques et risques vieillissement, risques démographiques. C'est qu'il faut se rapprocher de la personne. On ne peut pas se contenter de fabriquer des réponses nationales qui s'abattront sur le pauvre monde comme ça parce que quelqu'un dans un bureau aura trouvé la formule magique. La formule magique, elle dépend de la personne. Elle dépend de ses aspirations, de ses préférences et de ses choix, et elle dépend du territoire où elle habite. Ça n'est pas du tout pareil, Mario Bastogne, de vieillir sur le plateau de Millevaches en Corrèze que de vieillir à Bobigny ou dans le 16e arrondissement de Paris, même si on vieillit pareil. Mais au fond, les réponses qu'on peut trouver près de chez soi ne sont pas de même nature. Et donc cela, notre système doit prendre en considération ces spécificités territoriales et amener les élus locaux, en effet, à travers les CCAS, mais pas simplement au niveau départemental, à trouver la bonne maille de la production de la réponse. Ça, si vous voulez, pour moi, c'est extraordinairement important. En ce moment, je fais souvent référence au dernier ouvrage d'Esther Duflo, Économie utile par des temps difficiles ou quelque chose comme ça. Esther Duflo montre comment aujourd'hui les économistes et les dirigeants de manière générale ont tendance à traiter du besoin et pas de l'aspiration et de la préférence. Ce changement de paradigme, et je veux croire que la 5e branche le permet, c'est de réintroduire la notion de choix et de préférence dans, au fond, la réponse publique pour qu'elle soit attentive à cette dimension-là et qu'elle ne soit normative que quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Dernière question que vous m'avez posée, pardon d'être un peu longue, vous m'avez parlé de la loi grand âge autonomie, que nous appelons tous de nos voeux, comme dit l'adage, puisque c'est en général, chaque fois qu'on en parle, la petite phrase qu'on accole au titre de cette loi. Moi, ce que j'en attends, c'est que, évidemment, elle reprenne les caractéristiques de la politique de l'autonomie à travers l'approche domiciliaire, à travers la place de la personne et des professionnels dans ce modèle. J'attends qu'elle situe et qu'elle place la position des territoires, qui doivent évidemment être convoqués dans cette politique de l'autonomie selon des modalités modernes de pilotage public. Il est fini le temps où quelqu'un qui a une coiffe à plumes va dire
conformez-vous à mes injonctions ou à mes consignes, ne réfléchissez pas et agissez. Dans la crise Covid, on a été payé pour voir que des établissements qui prenaient en quelque sorte leur propre autonomie, c'est-à-dire qui faisaient des arbitrages spontanés pour le bien des personnes, pouvaient les protéger du Covid et pas les enfermer à double tour dans leur chambre. Je ferme cette parenthèse. Donc ça, la loi autonomie grand âge devra se prononcer là-dessus, mais elle devra aussi nous expliquer comment la trajectoire du financement doit désormais être inscrite dans la trajectoire des lois de financement de la sécurité sociale et des lois de finances à venir. Je n'attends pas de miracle parce que la période est terriblement difficile, mais comment vous dire, cette loi qui doit être une loi cadre doit nous donner en quelque sorte l'impulsion qui sera capable de libérer les énergies de tous les acteurs, y compris des personnes elles-mêmes qui devront s'y reconnaître et qui devront y trouver des raisons d'y croire et des raisons d'espérer. Mais vous me permettrez de dire que l'émergence de la branche est, de mon point de vue, une avancée extraordinairement importante qu'on ne mesure pas. On a l'impression que c'est un machin technocratique. En réalité, nous sommes en train ensemble, d'ouvrir une nouvelle page de la protection sociale. Et cela, j'ai envie de vous dire, vous, Enéal, évidemment le groupe SOS, mais vous aussi, Nicolas, à travers tout ce que vous apportez dans vos fonctions, dans vos responsabilités, dans votre capacité d'innovation, vous êtes partie prenante de cette 5e branche de protection sociale. Vous en êtes les parties prenantes. Et à travers cette initiative extraordinairement forte, importante et impactante qui est celle d'Enéal, moi j'y vois une solution. Pas la solution exclusive, mais une solution qu'il nous faut méditer et qu'il nous faut analyser, accompagner et évidemment soutenir. C'est la raison de ma présence parmi vous ce matin. Merci beaucoup pour ce développement très très précis. Il y a beaucoup de questions, donc je vais les poser. Il y avait une première question très très rapide. Peut-être que vous avez effectivement les informations dans le plan de relance de 100 milliards. Il y a 2,1 milliards d'euros qui sont prévus pour les EHPAD publics. Est-ce que vous savez ce qu'il en est des EHPAD privés et notamment les EHPAD privés associatifs? Est-ce que ces fonds seront alloués ou pas? Peut-être que voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette approche du plan de relance? Il y avait une question en tout cas là-dessus. Qu'est-ce que vous en pouvez nous dire sur ce sujet? Moi, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il appartiendra à la branche de piloter l'affectation de ce financement supplémentaire que j'appelais de mes voeux, parce que, faut-il le rappeler, la question de la réponse à l'avancée en âge et à la vie autonome de nos concitoyens est en quelque sorte sous-tendue par un secteur économique à part entière. Et que ce secteur économique, il faut qu'il bénéficie de la capacité du plan de relance comme les autres secteurs. Pas moins que le tourisme, pas moins que l'hôtellerie, pas moins que la culture. Et donc, je pense que c'est un premier pas, il est significatif et il permettra en particulier de soutenir la transformation numérique, puisque une sous-enveloppe est fléchée pour la transformation numérique. Mais si vous voulez, je crois qu'il faut que nous soyons là-dessus extrêmement ambitieux et moi j'appelle de mes voeux un effort supplémentaire. D'autant plus que dans le secteur économique qui sous-tend l'offre pour la vie autonome, nous avons aussi le secteur du domicile. Et vous savez comme moi que ce secteur est sinistré. Aujourd'hui, il regroupe des salariés dont le niveau de salaire est terriblement bas, puisque ce sont des salariés et des travailleurs pauvres, dont le niveau moyen de rémunération oscille entre 800 et 900 euros par mois, et qui sont le premier recours pour nos concitoyens qui commencent à perdre leur autonomie et qui, dans ce cadre de leur perte d'autonomie, si vous voulez, parce qu'ils sont encore chez eux, parce qu'ils n'ont pas d'alternative, ont besoin d'avoir, à la fois pour des raisons d'accompagnement dans leur vie de tous les jours, mais aussi de présence, les salariés de l'aide à domicile qui sont incontournables et indispensables. Et quand vous parliez tout à l'heure d'établissements ouverts, vous voyez,
J'imagine que vous parliez d'établissements ouverts sur leur environnement. Mais ces établissements ouverts, ils ont la capacité de jouer un rôle extrêmement structurant dans le soutien au secteur du domicile. Parce que l'aide à domicile, c'est en quelque sorte une des portes qui peut permettre d'améliorer l'accompagnement en établissement, d'ouvrir l'établissement sur l'environnement. Vous voyez, quand je passe de mon chez-moi privé à un établissement, eh bien, je peux faire le choix, je peux souhaiter de garder mon aide à domicile, de garder ce lien avec ma vie d'avant, de garder ce lien avec le quartier que je suis obligée de quitter pour aller vers un environnement plus efficace. Quand demain on va vers des réponses alternatives, les résidences autonomie, mais également l'habitat partagé tel que Denis Pifteau l'a décrit, on a besoin effectivement dans le modèle économique d'intégrer la perspective du domicile, non seulement pour solvabiliser la demande de nos concitoyens, mais pour soutenir le secteur économique. C'est pour ça que votre contribution Enéal et Action Logement, dans ce cadre-là, elle va très loin dans la capacité, au fond, eh bien, à permettre cette politique de l'autonomie dans notre pays. C'est une approche moderne, plus autonome elle-même, hein, plus, comment dirais-je, avec une très forte capacité d'innovation. Moi, ce modèle, je crois très honnêtement que c'est un modèle d'avenir. Merci beaucoup, vraiment merci pour votre intervention, Marianne. Et du coup, là, le dernier point que vous abordez, c'est aussi le point du parcours résidentiel. Et on avait justement une question pour Maryse Duval sur cette idée du parcours résidentiel. Quel regard vous portez bien sûr dessus, puis comment dans le groupe SOS, tout ça est structuré. Nicolas, à partir de nos EHPAD, on voit nos EHPAD comme des plateformes logistiques, des plateformes de ressources qui vont servir en fait aux seniors, aux personnes âgées qui habitent autour de cette structure. Elles vont ainsi pouvoir bénéficier des ressources de l'EHPAD, c'est-à-dire le service de restauration, le coiffeur, les animations. Demain, consulter un médecin, voir la télécabine de télémédecine, puisqu'on pense que dans quelques années, on pourra équiper l'ensemble de nos EHPAD de ces cabines de télémédecine qui serviront à l'ensemble de la population. On espère aussi beaucoup plus de fluidité, donc un personnel d'EHPAD plus nombreux qui pourra intervenir au domicile et vice-versa. Le but étant vraiment, comme dit Marianne, si les personnes le souhaitent et le peuvent, hein, parce qu'il y a aussi parfois les personnes ont des problématiques, des multipathologies qui font que le maintien à domicile ne peut vraiment plus se faire. Mais voilà, l'idée c'est d'accompagner les personnes à pouvoir rester chez elles si elles le souhaitent, le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Et puis, quand groupe SOS Senior, nous n'avons pas d'EHPAD ou de résidence autonomie ouverts sur l'extérieur et donc qui permettent de pouvoir accueillir les personnes âgées, donc c'est un dispositif qui existe chez nous qui s'appelle Senior Connect. On est en train de finaliser une plateforme, la plateforme Eugénie qu'on a construit avec Engie. Donc, il va permettre aussi cette plateforme numérique de pouvoir proposer un certain nombre de services et d'avoir une fluidité de commande entre le domicile et l'EHPAD et la résidence autonomie. Donc, sur les territoires où nous n'avons pas ce type de structure, eh bien, on est en train de monter des partenariats avec 1000 cafés. L'idée des 1000 cafés, c'est d'avoir aussi 1000 villages. Le café étant le lieu où il va y avoir des outils numériques, de la digitalisation, mais aussi une petite boutique avec du pain, avec du beurre, les éléments indispensables pour se confectionner un repas. Le café va pouvoir aussi porter des repas au domicile des personnes âgées. Et l'idée autour du café, c'est d'avoir une dizaine de petites structures, un peu un mode de béguinage qu'on est en train d'élaborer avec les maires qui sont rentrés dans le programme SOS des 1000 cafés. Voilà, de pouvoir bâtir 1000 communes rurales dans lesquelles on va pouvoir permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. On a développé un modèle qu'on appelle les résidences seniors intergénérationnelles à vocation sociale, les RSIVS. Ces structures relèvent du parc social, donc on est en train de les créer avec des bailleurs sociaux. L'idée étant toujours de pouvoir proposer un modèle de résidence-service pour des personnes qui ont de faibles revenus et donc de pouvoir accueillir tout type de population dans ces résidences-services
Et la même transposition parc social, parc privé donne chez nous le RSIPP, résidence senior intergénérationnelle du parc privé. Donc ça pour des seniors qui ont un petit peu plus de revenus. Donc voilà, encore une fois, on retrouve un peu la marque de fabrique du groupe SOS, où on essaie pour tous les types de populations de pouvoir offrir en tous les cas un parcours résidentiel, un parcours qui soit qui corresponde aux besoins, aux envies de la personne, à son besoin elle-même de personnaliser et de trouver des solutions les plus adaptées possibles. Merci pour ces précisions. Avant de redonner la parole à Mario Baston pour conclure cette matinée avec peut-être 5 minutes de retard, je pense. Déjà, je vous remercie bien sûr. Je retiens en tout cas, Marianne, que nous sommes tous des parties prenantes du 5e risque. Donc, on est tous dans l'aventure de l'évolution de la protection sociale française. Donc, on a une lourde responsabilité. Chacun ici en a pris, je pense, la conscience. Et puis, je voulais aussi dire effectivement à Maryse que Silver Valley travaille beaucoup avec le groupe SOS et c'est vraiment très intéressant de voir à quel point le secteur associatif de l'économie sociale et solidaire est très, très innovant. Donc, c'est pas une question de grands groupes technologiques, de la sphère privée ou de la multinationale. On voit bien que l'économie sociale et solidaire est vraiment porteuse d'innovation. Et tout ce que vous avez dit, que ça soit sur la citoyenneté, le libre choix, les envies et les besoins des personnes âgées, vieillir au domicile, de la façon dont on le veut, d'avoir une souveraineté. Effectivement, c'est ce que notre Open Lab chez Silver Valley, qui est soutenu aussi par Eneal, avec cette communauté de 9000 personnes qui au quotidien nous racontent leur vie, co-créent des innovations, testent des innovations, nous rappelle tous les jours, et plus on avance dans le temps, plus les jeunes seniors, tout le temps, brandissent le chiffon rouge de arrêter de nous dire ce qu'on doit faire, arrêter de nous dire comment on doit vieillir, arrêter d'être prescripteurs. Nous sommes des citoyens, des individus à part entière. Ne nous essentialisez pas sur notre vieillissement, préservez notre singularité. Donc, je vois que vraiment tout ce qui a été fait ce matin montre ça. Donc, on voit qu'on est tous, en tout cas, alignés. Alors, une question un peu précise pour Mario sur qu'est-ce que c'est qu'un POP dans les grandes lignes. Et surtout pour ouvrir et pour terminer cette matinée, donc je te laisserai conclure, je reprendrai plus la parole après, la question sur les standards immobiliers de l'EHPAD du futur. Où est-ce que vous allez, qu'est-ce qui est prévu chez Eneal Action Logement sur ce sujet-là. Donc voilà, pour terminer Mario, je te laisse conclure sur ces points. Sur le contrat POP, c'est un package de services qu'on propose aux gestionnaires médico-sociaux. Les gestionnaires médico-sociaux qui n'ont pas toujours la capacité de réunir un certain nombre de services, de qualifier des services qui sont d'ordre technologique, d'ordre plus sociaux, des services qui peuvent aller du choix de start-up, qui peuvent installer des équipements éventuellement dans leurs établissements, de la gestion de structures au niveau de chauffage collectif, d'alimentation. Compte tenu du volume d'activité d'Eneal peut apporter un package complet au gestionnaire médico-social. Donc c'est ça le contrat POP. Donc c'est vraiment de la coordination et du partenariat gagnant-gagnant au niveau de ces services apportés. Ensuite, sur la question de l'habitat de l'établissement de demain, on y a beaucoup réfléchi, beaucoup y réfléchissent. Et je crois que Marianne et Maryse l'ont bien dit, l'objectif c'est vraiment aujourd'hui de travailler secteur par secteur, site par site, localement, pour trouver des solutions très locales, quartier par quartier. Notre objectif, ça va être de faire des programmes coordonnés, en coordination avec les décideurs locaux, la collectivité locale, pour intégrer l'établissement dans le quartier, avec le gestionnaire médico-social et selon ses besoins et son activité telle qu'il veut la développer, l'ouverture du service vers l'extérieur, de permettre aux habitants du quartier de rentrer, de sortir de l'établissement, puisque c'est ça l'avenir. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que c'est comme ça qu'on va réussir à dépasser les problématiques aujourd'hui d'apporter du service, de la qualité aux personnes vieillissantes qui n'ont pas beaucoup de moyens, puisque ça, c'est l'objectif de notre groupe, c'est de
d'apporter des solutions à des personnes à revenus modestes. On est un groupe de logement social et c'est en ce sens qu'on travaille. Voilà. Pour conclure, Nicolas, merci Marianne, merci Maryse, merci Jean-Michel et merci Nicolas pour ton animation efficace. Je remercie aussi les personnes qui se sont connectées et qui nous ont écoutés. Voilà, Eneal va continuer à prendre sa part sur l'innovation, sur une des solutions, comme l'a dit Marianne tout à l'heure, une des solutions à apporter au secteur médico-social à but non lucratif. Avec le groupe Action Logement, on prendra notre part, on mettra les moyens et dans les prochaines années, on va continuer à faire évoluer aussi la solution et le système apporté. Merci à tous.